super. Comme vous pouvez le voir, je suis un fan incontesté de comics sans MS. C'est la meilleure police d'écriture et vous ne pourrez jamais changer mon avis dessus. Je vais parler aujourd'hui de comment on peut partager un état entre plusieurs fenêtres ou plusieurs clients sans un serveur. Alors, avec un serveur, c'est assez simple, mais on va parler sans serveur. Alors, déjà, la classique, c'est qui moi, tout ça. Je suis Ashraf Lamoum, je suis senior software engineer chez Oversea, avec le Head of Engineering qui est là-bas. Je suis le Head of Cringe de Oversea et j'écris une newsletter sur la tech et plein de trucs qui s'appelle The Degenerate Engineer, qui peut-être vous donne un aperçu de ce que je vais raconter aujourd'hui. Du coup, d'où m'est venu ce sujet-là? C'est pas un truc qui est forcément en rapport avec mon travail, mais j'étais totalement obsédé par un GIF et une vidéo qui a fait le tour des réseaux. Je sais pas si vous l'avez vu un peu. Il est incroyablement stylé. C'est une œuvre de Bjorn Stoll. Alors là, c'est déjà de la 3D, c'est très stylé, mais là, deux fenêtres et elles interagissent. What the fuck, c'est incroyable. Ça m'avait bouleversé. Je voulais absolument comprendre comment ça marche. Et en fait, ça existait bien avant pour les plus anciens. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Super. En fait, avant même ça, il y avait une experiment Google Chrome. C'est un des trucs qui date de genre mars 2009. C'était pour présenter Google Chrome, c'était à l'époque. C'est une vidéo qui date par l'époque, où on voyait une petite balle qui allait se balader entre différentes fenêtres. Et du coup, quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une manière simple de le faire, parce que je pense que s'ils le montrent sur Google Chrome, c'est pas pour parler de serveur. Bon, je vous laisse voir un peu. Bon, très stylé. Mars 2009, ils faisaient déjà des choses très très stylées à Google. Ok, super, mais du coup, comment on fait pour partager cet état-là? Vous doutez bien que l'état dont je parle, c'est la position de la fenêtre sur l'écran et comment on peut partager ça. Du coup, j'ai réussi à faire un truc comme ça à la fin. Bon, il n'y a pas de 3D, c'est pas aussi joli, mais ça marche. Ce qui est la devise de tout bon back-end engineer, finalement. Du coup, voilà, j'ai absolument pas du tout fait des trucs stylés comme Bjorn Stoll, mais c'est pas très grave. Parce que moi, ce qui m'intéressait et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est comment on arrive à partager cet état-là, comment on arrive à faire des trucs où il y a de l'interaction et à quoi ça peut vous servir. Parce que bon, faire ça, c'est joli, mais dans une application d'une entreprise, bon. Du coup, comment il a fait? Alors, je vous spoil, c'était avec un serveur. Voilà, merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Non, mais en fait, il l'a vraiment fait avec du local storage. Est-ce que vous connaissez un peu comment ça marche, le local storage, ou ce que c'est? Un peu, vite fait. Ok. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, le local storage, en gros, c'est un key store value. Du coup, il y a une clé, il y a une valeur, on la store. Il n'y a rien d'autre. Pour l'utilisation, l'API, c'est un truc très simple, set item, blablabla. C'est quoi? C'est en fait, en gros, un gros storage où on peut mettre plein de données. C'est très souvent utilisé pour plein de raisons. On en parlera juste après. Mais l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie le local storage, on a un petit truc. Bon, là, je parle de comment on l'utilise. On l'utilise pour les préférences de thème, parfois même le bearer token pour l'authentification, il ne faut pas le faire, ou des préférences de layout pour les gens qui ont des trucs resizable. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est trop fort. Et du coup, le local storage a une propriété qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on le modifie, il va émettre un événement qui va dire « j'ai changé ». Et du coup, la session 1 qui va bouger, et du coup, elle va changer sa position X, le local storage derrière, il va dire « Ok, mon current X a changé », il va le redire à tout le monde. Trop cool, ça marche très bien. Et c'est en fait c'est la solution qu'a utilisée Bjorn Stoll pour de vrai. La solution se trouve sur GitHub, vous pouvez aller voir son vrai code. Mais ça ne m'intéressait pas trop parce que le local storage, en vrai, il ne peut pas stocker énormément d'informations. Si on fait genre 10 fenêtres, ça ne marche déjà plus. Et du coup, il y a une autre solution. Alors, cette autre solution-là, c'est les shared workers. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vite fait. Alors, les shared workers, c'est techniquement des web workers. À la seule différence près, c'est qu'ils sont shared globalement. Ils sont partagés à toutes les sessions qui vont devoir les utiliser. Mais qu'est-ce que c'est? Effectivement, en fait, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un onglet de Google Chrome, lui, il a un petit process, un petit thread. Ce que je dis n'est pas vraiment exact, mais bref, les experts SVP me bâchez pas. Mais en gros, chaque onglet, il a son propre thread JavaScript. C'est lui qui va exécuter ces informations. Et lui, il a accès au DOM. Lui, il peut aller manipuler les HTML, les divs, les machins, les trucs. Et
Si tu as envie d'avoir un truc qui est potentiellement partagé ou qui va toucher plusieurs onglets, comme des extensions par exemple, ils vont vivre dans des workers, des shared workers, s'ils sont partagés, et qui vont pouvoir agir et interagir. Exemple, imaginons qu'on veuille préparer un plat en famille. Alors du coup, mon papa, il va me dire, va me chercher du sucre pour faire le dessert, et ma mère va me dire, va me chercher le fromage, pendant que eux, ils vont continuer à faire leur plat. Peut-être qu'en attendant, ma mère, elle continue à faire quelque chose. Pour l'instant, il n'y a que moi qui connais l'avancée des deux plats en même temps, sauf s'ils communiquent entre eux, mais pour l'instant, il n'y a que moi. Moi, je sais que lui, il fait un dessert, ma maman, elle fait un plat principal. Pendant que moi, je suis en train de faire les courses, il prépare l'entrée, et ma mère, elle marine les brochettes. Quand j'arrive, je leur dis, je suis de retour, j'ai l'information des deux trucs, et je la redonne à la personne qui me l'avait demandé au début. Et en fait, ça, c'est le cas d'utilisation le plus répandu des shared workers, c'est de offloader du travail au shared worker, d'aller lui dire, ouais, va me fetcher des trucs sur le back-end, et quand c'est fini, tu me rappelles, quand c'est pas urgent, urgent. En gros, l'utilité, là où j'ai découvert les shared workers, c'était quand je travaillais chez Canal+, sur le lecteur vidéo. Ah oui, je disais qu'ils communiquent par message entre eux. Du coup, c'est pas genre des appels de fonction, c'est on émet un message et on attend une réponse. L'exemple d'utilisation principale de ça, en fait, c'est dans les vidéos. Sur YouTube, par exemple, il y a le thread principal qui est le lecteur vidéo. Lui, il va aller regarder les 5 ou les 30 prochaines secondes parce que c'est les secondes les plus intéressantes, parce que c'est celles que tu vas lire. Les secondes qui, genre les bouts de vidéo qui arrivent dans genre 30 minutes, il s'en fout un peu. Et du coup, il va offloader ça au shared worker pour lui dire, ouais, va me télécharger ça si tu as le temps, j'en ai pas besoin tout de suite. C'est aussi utilisé pour faire des trucs de caching. En gros, à chaque fois qu'il y a une requête qui part, avant de partir, elle regarde déjà dans le shared worker s'il n'a pas eu cette information-là quelque part et il la dispatch. C'est des trucs, ça dépend des boîtes, mais ça dépend des solutions, mais chacun l'utilise un peu pour tout. Et aussi pour sérialiser et désérialiser, si on a des formats qui ne sont pas genre communs, c'est pas du JSON, et que ça prend un peu de temps, genre parser du XML, c'est assez lourd. Et du coup, il y a plein de gens qui vont mettre des parseurs de XML, mais sur leur shared worker. Il va parser le XML, on a un JSON, il le renvoie au thread principal, on est tranquille. Et du coup, là, on va aller voir la démo du truc et on va essayer de regarder un peu le code parce que c'est pas très marrant si on ne voit pas ça. Alors, je vais essayer de voir si je peux partager mon... Ah, ça marche pas très bien. C'est parce que je ne sais pas l'utiliser. Hop. Comment on fait? Mirror. Ah, let's go. Alors, je l'ai totalement... Ça a totalement cassé parce que du coup, ça a changé d'écran. C'est pas très grave. Mais du coup, le principe, c'est que là, il y a une fenêtre invisible. Mais en gros, le principe, c'est que ça bouge en même temps et que chacun puisse connaître l'avancée et l'état de l'autre. En fait, ils vont fonctionner globalement par shared workers. Ils s'émettent des messages entre eux et ça marche comme ça. On va essayer de voir le code. Oula, il y a beaucoup de code là. En gros, on va commencer par les types. Ouais, je sais, c'est Paris JS, pas Paris TS, mais je pense que les types, c'est beaucoup plus concret pour vous dire un peu les trucs que j'envoie et les trucs qui sont à écouter. Pour moi, un état d'une fenêtre, c'est genre le X, le Y, la hauteur, la largeur. L'état global, c'est celle de ma fenêtre actuelle, c'est un état, et des autres fenêtres, c'est d'autres états. Un message, c'est une action, un payload, et du coup, je dis, c'est ça les messages que j'ai. Chaque fois que quelqu'un se connecte, j'envoie ça. Chaque fois que quelqu'un se synchronise, je fais ci. Chaque fois que mon état change, je fais ça. Et globalement, derrière, dans mon worker, ça, c'est le worker lui-même. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un certain message, genre par exemple, s'il se connecte, du coup, je dis à tout le monde, ah, il y en a un nouveau, il est à cette position-là, connectez-vous, updatez votre display comme vous voulez. Pareil pour le onloaded, quand il s'enlève, je l'enlève ici avec un petit filter. Et pour le state change, à chaque fois que j'en reçois un de la part d'un de mes camarades, je lui dis « Ok, super, merci », je le repartage à tout le monde pour leur dire voilà comment ça marche. Je ne vais pas rentrer dans tout le code parce qu'il y en a beaucoup, et il y a du dessin, il y a aussi du shared workers, on ne va pas se perdre sur ça. C'est disponible sur le repo, je pense que si vous tapez multistate repository, il y a mon lien en premier qui sort, ouais, je suis fait mousse. Et du coup, vous pouvez aller voir à tête reposée. Et voilà, je préfère laisser plus de temps pour avoir des questions si vous en avez.
parce que j'ai pas mal d'autres trucs qui sont un peu préparés à gauche, à droite, si vous avez des questions. Merci. T'as une API spéciale pour choper la position de la fenêtre? L'API que j'utilise, c'est windows.x. Non, oula, ça c'est du code de travail. Pour montrer ça. C'est window.screen.x. Littéralement. C'est la position X. Oui. Oui. Est-ce que ça marche avec un iframe imbriqué dans un... Alors, techniquement, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas le même domaine. Un shared worker, il est partagé avec toutes les fenêtres et toutes les sessions qui appartiennent au même domaine. La iframe, s'il est du même domaine, oui. Mais pour ça, il y a une solution. Je te réponds tout de suite. L'API qui existe, que je n'ai pas voulu expliquer ici parce qu'elle est vraiment assez complexe, c'est celle du Broadcast Channel API. C'est une API du serveur où pour le coup on peut aller communiquer avec soit un contexte, un tab, une window ou une iframe. Et il y a moyen de communiquer entre eux. Mais la spécification est assez complexe comparée à un shared worker qui est déjà assez complexe en elle-même. Je ne voulais pas trop rentrer dedans. Mais c'est la solution, en fait, pour utiliser, pour ce cas d'usage, en fait, la vraie bonne manière de le faire, c'est vraiment avec la broadcast channel. Shared Worker, c'est pas vraiment fait pour ça. Enfin, c'est surtout pour pouvoir partager des informations et offload du travail. C'est asynchrone, donc tu peux laisser ça pour des extensions web. Mais pour vraiment genre updater des choses en parallèle, le broadcast channel, c'est vraiment le meilleur use case et c'est plus performant si c'est ça qui vous intéresse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Ouais, merci pour la présentation déjà. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des cas d'usage de ça qui servent à part juste faire ça pour le fait? De quoi, les shared workers ou Le fait de partager la position des écrans. Alors, je m'étais posé la même question. Je m'étais posé la même question parce que je voulais présenter ça dans mon entreprise. Et du coup, bon, je ne vais pas leur dire, ouais, j'ai fait ça parce que c'est marrant. Je voulais quand même leur dire qu'il y a un intérêt derrière. Mais en fait, il y a plusieurs types d'applications qui en ont besoin. Des applications sur Electron, par exemple, où tu peux avoir, qui sont du coup des applications sur Windows, enfin sur Mac ou Windows, qui n'ont pas de browser, enfin c'est headless. Et du coup, là, tu peux avoir plusieurs panels qui vont être séparés et tu as besoin potentiellement de partager des informations entre les deux pour que ça soit synchrone. En réalité, ça c'est pour que ça marche même si c'est offline, alors que dans la réalité, tu aimerais avoir un truc qui est online et pouvoir communiquer directement avec le serveur. Il y a d'autres cas où potentiellement tu as une application web qui est faite pour être displayée sur plusieurs écrans. Typiquement sur une gare où tu as plusieurs écrans qui vont displayer la même chose. Et peut-être que tu as envie que s'il y a une action sur l'un, ça soit répercuté sur tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais ça peut être utilisé comme ça. Pas de soucis. D'autres questions? Je peux aller manger. Je veux dire, allez regarder la prochaine présentation. Pas d'autres questions? Ça fait plaisir. Merci beaucoup.